Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je suis heureux d'accueillir Armelle Géninet, qui, comme vous le savez certainement, beaucoup d'entre vous m'ont déjà parlé d'elle lors de petites réunions. Armelle Géninet, donc, qui est une spécialiste de la gestion mentale et plus particulièrement maintenant, comme elle vous l'a dit tout à l'heure, de gestion mentale et didactique des mathématiques. Donc, certains avaient déjà son ouvrage entre les mains avant aujourd'hui, m'ont dit qu'ils étaient très contents de la rencontrer. Et donc, je vais lui laisser la parole pour... donc, il y a un exemplaire qui circule, si vous voulez le consulter ici. Il y aura un exemplaire aussi à la bibliothèque de l'IRM. Voilà, donc je vais lui laisser la parole, et puis à la fin, nous aurons un temps pour des questions, évidemment. Et puis cet après-midi, nous pourrons rediscuter avec elle dans le cadre d'un atelier. Voilà. Merci, M. Lefebvre. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et puis, je suis vraiment très, très heureuse, comme je l'ai dit tout à l'heure, même si je suis venue de loin. J'habite Saint-Aubin-de-Médoc, exactement. Je vous dis ça histoire de vous faire rêver un petit peu. Donc, vous parlez de l'apport de la gestion mentale à la didactique des mathématiques ou à l'enseignement des mathématiques. Alors, bien sûr... Monsieur Lefebvre disait, j'ai publié un livre, là c'est vrai, ça fait 1 an, mais je publie depuis 1992. Et voilà que d'un seul coup, on découvre qu'il y a des recherches sur justement ce qui se passe au niveau des processus mentaux de l'apprentissage. Donc vous voyez, il faut du temps pour que les choses se découvrent, et c'est tout à fait normal. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon expérience et de ce qui m'a amené à cette recherche-là. Je vous ai dit tout à l'heure que j'ai enseigné 35 ans en collège et en lycée, mais beaucoup plus en collège. Mais cette expérience de 35 ans s'est déroulée en 2 étapes. J'ai d'abord enseigné 20 ans dans l'ignorance totale de ce qui se passait dans la tête de mes élèves. J'ai fait ce que j'ai pu, avec beaucoup d'énergie, beaucoup de conviction. J'ai reproduit des schémas que j'avais moi-même vécus. Et au bout de ces 20 ans, je découvre donc le travail de Lagarandrie sur l'étude des processus mentaux de l'apprentissage. Très vite, j'ai pu participer à une formation longue et je suis devenue très vite formatrice en gestion mentale. Mais ce qui s'est passé dans ma classe, dans mes classes, ça a été vraiment pour moi un choc parce que très vite, je me suis mise à questionner mes élèves sur ce qui se passait dans leur tête. Ce que j'ai découvert alors m'a laissé sans voix. Parce que les 20 premières années, quand même, j'étais dans la révolte. Dans la révolte parce que dans une classe de 30 à 35 élèves, en général, il me fallait 1 mois pour réaliser que, quel que soit mon zèle pédagogique, il y aurait 5, 8, quelquefois 10 élèves pour qui je ne pourrais rien. Enfin, je ne sais pas, peut-être que cela vous parle, mais pour moi, c'était vraiment insupportable. Et ce n'était pas tant mon impuissance qui me révoltait, mais c'était mon incapacité à sortir ces jeunes, bien sûr de l'échec en mathématiques, mais surtout de la douleur liée à l'échec des mathématiques. Parce qu'il y a quand même une dimension affective de l'apprentissage des mathématiques, on verra peut-être pourquoi tout à l'heure. Et quand j'ai questionné mes élèves, j'ai eu le sentiment d'être passée à côté de l'essentiel pendant 20 ans. Et j'ai continué, et je n'ai jamais été déçue de cette démarche-là. Or, j'ai rencontré beaucoup d'élèves qui n'étaient absolument pas intéressés ni par Thalès, ni par Pythagore. Je n'en ai jamais rencontré qui ne soient pas intéressés par ce qui se passait dans sa tête à propos de ces apprentissages-là. Donc il s'agit là, on le verra, j'en reparlerai en conclusion, de la motivation des jeunes pour l'apprentissage des mathématiques. Donc si vous voulez bien, dans cette intervention, je vais, dans une introduction, faire des constats. Mais je risque d'enfoncer des portes ouvertes parce que vous êtes aussi conscient que moi de tout ce qui se passe actuellement. Puis j'aborderai les obstacles à l'apprentissage des mathématiques. Je les ai mis en triangle pour une raison très simple, c'est qu'on abordera 3 catégories d'obstacles que vous connaissez mieux que moi. Et puis, nous verrons ce que la gestion mentale a à dire et à analyser par rapport à ces différents obstacles. Ceci, bien évidemment, pour anticiper une ouverture au changement. Donc, je commence, si vous voulez bien, par un certain nombre de constats. Alors, premier constat, les mathématiques restent en France l'outil de sélection. Alors c'est un fait que je ne vais pas critiquer ici, quoique,
Mais le fait que ce soit un outil de sélection fait que ça met sur les épaules des jeunes apprenants un poids incroyable. Un poids incroyable parce que les parents qui ont cette connaissance vont mettre vraiment sur l'élève des difficultés qu'ils sentent émerger et vont projeter des situations d'angoisse sur leurs enfants. On trouve à peu près la même chose sur l'apprentissage de la lecture. Hein. Si l'enfant ne sait pas lire à Noël, tout de suite les parents s'inquiètent en se disant « Oh là là, vite, vite, on va trouver une orthophoniste » alors que la question ne se pose pas. Donc, cet outil de sélection fait que, eh bien, on va se trouver dans une situation d'impatience. Impatience générale, parce que d'abord, l'impatience actuellement est un phénomène de société. Tout va vite, tout doit aller vite. Si bien qu'on va aller très très vite dans l'accompagnement des mathématiques sur le passage de la pensée concrète à la pensée abstraite. C'est beaucoup trop tôt en général dans les écoles. Or Piaget s'en est ému en 1963 quand il a dit « si on va trop vite à l'abstraction, on court à la catastrophe ». Or je pense qu'effectivement, actuellement, on va trop vite à l'abstraction. Quand vous pensez qu'un enfant de 3 ans à qui on donne un livre avec une jolie couverture, il prend ses petits doigts, 3 ans, et il fait ça pour agrandir l'image, on peut se poser des questions sur le lien entre l'enfant et la vie de tous les jours. Ou telle petite fille que le médecin encourage à monter sur une balance, la petite fille monte sur la balance et se tourne vers le médecin en disant « Combien je coûte ?» Vous imaginez les conséquences sur l'apprentissage des mathématiques. Bien. Donc on va trop vite, nous sommes impatients, mais c'est normal, les enseignants le sont, je dirais, tout le temps, parce qu'on est dans l'impatience de finir les programmes, dans l'impatience que nos élèves qui passent dans une classe supérieure, que les enseignants aient vraiment des élèves bien... Nous sommes tous contaminés par cette impatience générale. Mais tout cela provoque, comme je l'ai dit tout à l'heure, des problématiques d'affectivité. Et je dis toujours, est-ce qu'on va voir en France actuellement s'ouvrir, comme au Québec, des cabinets de consultants auprès des mathophobes ? La difficulté d'apprentissage des mathématiques fait que les personnes, les enfants, très vite, remettent en question leur intelligence, de ce fait-là. Or, et là, je vais aborder un autre point de vue, c'est que, vous le savez, il y a un effet retard à l'apprentissage, difficulté d'apprentissage des mathématiques. C'est-à-dire que les difficultés ne se manifestent que très rarement au moment où elles s'installent. Prenez l'apprentissage de la lecture. Dès le CP, on va se rendre compte si un enfant a des difficultés d'apprentissage de la lecture. Or, en mathématiques, il peut y avoir des problématiques en CP ou en CE1. Je parle de ces deux niveaux-là, ou CE2. Ces 3 niveaux-là, pour des raisons très précises. Des difficultés installées là peuvent attendre le CM1, voire le CM2. La classe de 4e ou la classe de seconde pour se manifester. Or, les 2 moments les plus importants, selon moi, on peut en discuter, à l'école, c'est l'apprentissage de la numération et l'apprentissage de la multiplication. Or, si ces 2 fondamentaux ne sont pas installés dans le sens, l'élève va mettre en place des conduites de savoir-faire. Il sait faire des opérations, il sait faire des divisions, mais il n'a rien compris à ce qu'il faisait, parce qu'il est dans une compréhension que j'appellerais praxique. Or, je vais opposer une compréhension praxique excessive à une compréhension gnosique. La compréhension gnosique, c'est la compréhension intime, c'est l'accès au sens véritable du concept et pas simplement à cette démarche applicante. Donc, tout ça fait que, eh bien, s'il n'y a pas véritablement un programme en France, mais pas qu'en France, je pars en Belgique demain, et il y a de vrais programmes qui se lancent maintenant, s'il n'y a pas véritablement un important programme de formation, ça risque de perdurer. Or, les enseignants sont créatifs, les enseignants font beaucoup d'efforts, et je trouve que mettre à leur disposition la formation sur vraiment ces processus mentaux d'accès à un apprentissage, pour nous ce sont les mathématiques, mais pour d'autres ça pourra être la physique, pourquoi pas, eh bien nous manquons vraiment au niveau général en France de formation initiale et de formation continue par rapport à cela. Mais bon, nous pourrons en reparler dans la journée. Alors, je pars des obstacles à l'apprentissage. Je ne vous apprends rien. Nous avons des obstacles qui sont des obstacles ontogéniques.
je m'arrête un peu sur les obstacles ontogéniques qui sont liés au développement de la pensée de l'enfant. J'ai parlé tout à l'heure du passage de la pensée concrète à la pensée abstraite. Mais il faudra aller beaucoup plus loin parce que dans le développement de la pensée de l'enfant, il va y avoir des dimensions que je dirais subjectives, l'enfant a son fonctionnement propre, et puis il y a des incontournables d'accès à la compréhension d'un concept auquel l'enfant devra se plier, si je puis dire. Il y a des obstacles épistémologiques liés à la structure, à l'histoire des mathématiques. J'insisterai beaucoup sur les obstacles linguistiques. Et enfin, des obstacles didactiques liés à la façon d'enseigner les mathématiques. Si vous voulez bien, je vais insister sur ce qui se passe dans la pensée de l'apprenant, et c'est là que la gestion mentale a des choses à dire, mais nous verrons que cette découverte-là va nous amener à revisiter ce qui est obstacle épistémologique et ce qui est obstacle didactique. De fait, il y aura rarement une catégorie d'obstacles, ce seront très souvent des interactions qui vont provoquer des catastrophes. Alors, Monsieur de La Garandrie, donc, qui est auteur de cette approche-là, a vraiment fait la différence entre la perception, c'est-à-dire que nous sommes en contact avec le monde extérieur par 5 antennes, que sont nos 5 sens. Donc nous recevons des informations. Et c'est vrai que l'énergie des enseignants, quand vous créez des logiciels, quand vous créez des stratégies, vous mettez en place ici des structures, pas des structures, des protocoles perceptifs qui sont très intéressants. Et puis, il y a ce que les élèves vont produire à partir de ça. Donc, nous sommes tout à fait responsables de cette entrée et de cette sortie. De l'entrée, parce que c'est bien nous qui mettons en forme les cours, les documents, les examens, les contrôles. Et nous sommes aussi responsables, effectivement, de ce que nous donnons à rédiger. Nous sommes responsables de la façon dont nous présentons des évaluations. Mais que se passe-t-il ? Indépendamment de ces compétences exprimées, indépendamment de la perception, et quand je dis indépendamment, c'est un petit peu exagéré, eh bien, que se passe-t-il dans l'activité mentale de l'apprenant, que je vais appeler l'apprenti mathématicien, si vous voulez bien? Eh bien, cette activité mentale, elle est intéressante à creuser parce qu'il y a là des potentialités à développer. Je tiens à dire tout de suite que la gestion mentale se défend de toute dérive typologique. Il n'y a pas les visuels, il n'y a pas les auditifs, ça n'a rien à voir avec le travail d'Antoine de La Garandrie. Il y a à questionner cette intériorité par un outil qu'il est intéressant de connaître et qu'il est intéressant de travailler, c'est le dialogue pédagogique. Je cite donc l'auteur de cette démarche-là. Alors, si vous voulez bien, pour vous faire un petit peu rentrer dans le corpus théorique de la gestion mentale, je vais utiliser une métaphore sportive. Pourquoi? D'abord parce que La Garandrie, qui était philosophe, était aussi un grand sportif et qu'il a souvent utilisé cette métaphore, parce que tout son travail a été posé sur une hypothèse: est-ce qu'il n'y aurait pas des gestes mentaux de l'apprentissage comme il y a des gestes physiques? Et que ces gestes, si nous les décrivons, nous pouvons peut-être les entraîner. Donc, c'est ainsi que se situera l'enseignant qui sera informé de cette approche-là. Alors, la métaphore sportive. Je prends le tennis. Pour jouer au tennis, que faut-il? Il faut un matériel, il faut des balles, il faut une raquette, il faut un équipement. Oui, mais à quoi cela sert-il? Cela sert à jouer au tennis. Or, au tennis, il y a des gestes. Il y a le coup droit, il y a le revers, il y a le service, il y a le lob, il y a le smash. J'en prends 5 parce que ça m'arrange. Mais oui, mais tous ces gestes peuvent être décrits par un entraîneur de tennis. On va apprendre à des enfants, pour ceux qui ont des enfants, comment tenir la raquette, etc., pour jouer un coup droit en se plaçant de profil par rapport au filet, etc. Oui, mais le coup droit est un geste descriptible, entraînable, sauf que il y a le joueur qui, lui, va vivre à sa manière le coup droit. Il y a donc une dimension subjective et le coup droit de Nadal n'a rien à voir avec le coup droit de Federer. Donc vous avez là 3 niveaux. Vous avez le matériel, vous avez les gestes et vous avez la personnalité tennistique. On va retrouver la même chose dans les processus mentaux de l'apprentissage.
Donc, entre cette entrée et la sortie, la première chose, c'est d'avoir un matériel mental. Le matériel mental, ce sont les évocations que nous pouvons nous donner à partir de ce que nous avons reçu. Je prendrai des exemples tout à l'heure. Mais ces évocations ne sont pas intéressantes à analyser si nous n'analysons pas à quoi elles servent dans les 5 gestes mentaux décrits par l'approche, l'attention, la réflexion, la compréhension, la mémorisation et l'imagination créatrice. Ah oui, mais ces gestes-là, on peut apprendre à des élèves à être attentifs. Mais nous verrons que 2 élèves différents ne seront pas attentifs de la même manière parce que il va y avoir un 3e niveau qui va être relatif à la singularité du fonctionnement mental. C'est ce que la Garandry a appelé des projets de sens. Or, ces dimensions subjectives vont considérablement influencer toute l'activité mentale. Quelquefois même perturber l'activité mentale. Donc, se préoccuper de la singularité du fonctionnement d'un élève, c'est vraiment se questionner sur ces 3 niveaux de l'activité mentale en amont de tout ce qui est agi. Alors, vous allez me dire, mais comment voulez-vous que je fasse le profil pédagogique ou cognitif de chacun de mes élèves? Mais la question n'est pas là. On ne demande pas à l'enseignant de connaître le profil de chacun de ses élèves. Par contre, il faut savoir que ça existe. Il faut savoir que ça existe parce que ça va nous aider peut-être à réajuster notre façon d'être et notre façon de faire en classe. Alors, je vais commencer, si vous voulez, par un exemple, parce que ça a été mon premier choc. Mon premier choc, ça a été la rencontre avec Nicolas, élève de 6e. Nicolas, élève de 6e, se trouve face à un cours sur la position relative de 2 droites dans l'espace, dans le plan. Et bien évidemment, bon, je ne vous invente rien, il y a des droites qui sont séquentes, qui ont un point d'intersection, il y a des droites parallèles, et puis toute droite est parallèle à elle-même. Je dois bien reconnaître que Nicolas avait un peu tilté là, en disant « mais pourquoi on dit qu'elles sont parallèles alors qu'il n'y en a qu'une ?» Alors je connaissais un petit peu la gestion mentale, et donc j'encourage Nicolas à observer dans sa tête, par exemple, des traces laissées par 2 avions dans le ciel. Alors est-ce qu'elles peuvent... Mais il me dit « mais ça, j'ai bien compris ». Je dis, oui, mais si les avions volent l'un à côté. Oui, mais ça aussi, j'ai compris. C'est là que ça coinçait. Alors, je lui propose d'imaginer les 2 avions l'un derrière l'autre, ce qui l'avait fait éclater de rire parce qu'il avait imaginé la tête du 2e pilote. Mais bon, peu importe. Il finit par accepter. Il faisait comme ça. Bon, d'accord. On peut dire qu'une droite est parallèle à elle-même. Très bien. Bien évidemment, à la suite de ce cours-là, vous arrivez au cours suivant. Vous arrivez au cours suivant. Et vous dites, bon, ben, il faut que je questionne, j'interroge. Heureusement, je n'ai pas posé l'interrogation par écrit. Donc, vous savez combien les professeurs sont comédiens. J'arrive en classe, je dis, qui je pourrais bien interroger ce matin? Et comme ça avait duré longtemps, toute la classe, Nicolas, madame. Donc, je dis, ben, Nicolas, te voilà désigné. Est-ce que tu veux bien me donner la définition de 2 droites parallèles? Très fier, il me dit, ouais, 2 droites parallèles sont 2 droites qui ont un point commun. Là, vous prenez un sourire un peu crispé. Vous dites, ah, écoute, dans ce que tu dis là, il y a quelque chose qui me gêne. Tu peux venir au tableau? Il vient au tableau, il me fait tout ça en me disant, là, elles sont séquentes, elles ont une intersection. Là, elles sont parallèles, puis là aussi. On dit qu'une droite est parallèle à elle. Je dis, ok, j'efface tout parce que j'avais appris effectivement qu'il fallait supprimer le vu pour que se fasse quelquefois la pensée intériorisée. Je lui dis, mais Nicolas, est-ce que tu peux me dire autrement? Alors il fait des gestes, il me dit, mais madame, si elles sont comme ça, elles sont séquentes, elles se coupent. Si elles sont comme ça, elles sont parallèles, elles ne se rencontrent jamais, avec ces petits mots d'enfant. Si elles sont comme ça, bon, on dit aussi qu'elles sont parallèles. Donc il a le sens, vous êtes d'accord, ces évocations sont parfaites, mais c'est ce qu'il dit qui coince. Et au bout d'un moment, il était impatient parce qu'il disait, mais elle ne comprend rien ce matin, je sentais qu'il y avait une interrogation. Il me dit, mais enfin madame, si elles sont comme ça ou comme ça, elles ont bien quelque chose en commun. Eh bien, je suis responsable. Je suis responsable parce que j'aurais dû, bien avant, en amont, aller les chercher dans les représentations qu'ils pouvaient avoir sur cette expression point commun. C'est vrai que dans la vie de tous les jours, avoir un point commun, c'est avoir quelque chose en commun. Donc là, je venais de réaliser que nous n'étions pas
sur la même logique. Lui, eh bien, il était bien évidemment sur une logique de pensée concrète, et moi j'étais sur une logique de mathématiciens. Je me suis permis d'appeler la langue mathématique mathématiciens, parce que je trouve que ça parle aux enfants. Et il est important de leur dire, là tu viens de le dire en français, maintenant comment tu le dirais en mathématiques? Donc cet accueil de la pensée de l'élève va nous permettre d'aller plus loin, parce que ce n'est pas parce que je vais réexpliquer à Nicolas que ça ne se dit pas comme ça, qu'il va modifier le sens qu'il met sur cette expression. Donc ça, c'était ma première étape, si vous voulez, changement de regard sur l'élève. Je n'étais pas au bout de mes surprises. Voici Guillaume. Guillaume est un élève qui n'est pas un élève de ma classe, en 6e, qui est un élève d'une collègue, et la collègue sait que je pratique le dialogue pédagogique. Elle me dit, écoute, j'aimerais bien que tu vois Guillaume, parce que je ne comprends pas ce qui se passe. Je lui donne des exercices sur périmètre, il me calcule les aires. Je lui donne des exercices sur les aires, il calcule des périmètres. J'ouvre une parenthèse pour vous dire qu'apparemment, d'après Marilyn Baumard dans La France, enfin première de la classe, vous avez peut-être lu son livre, elle fait état de tous les rapports qui tombent tous les 2 ans, 3 ans, je ne sais plus. 70% des jeunes actuellement confondraient aire et périmètre. C'est assez effrayant. Ce n'est pas la peine d'avoir fait 9 ans de mathématiques pour arriver à cette étape-là à 15-16 ans. Bien, je referme ma parenthèse. Donc, Guillaume arrive et je le questionne. Je dis, mais Guillaume, c'est quoi pour toi 1 centimètre carré? Donc, je lui fais redonner quelque chose qu'il a mentalement. Il me répond, ben, c'est un carré d'1 centimètre de côté. On peut accepter cette formulation, on peut toujours la discuter en disant, oui, c'est plutôt l'air. Enfin bref. Cette production peut paraître correcte. Donc, je vais un petit peu plus loin et je lui dis, mais Guillaume, et là je rentre dans un accompagnement évocatif, est-ce que tu peux penser à une grandeur d'1 centimètre? Alors, il me répond tout de suite, bah oui, c'est grand comme ça. Il avait une bonne notion de ce que c'est qu'1 centimètre. Je lui dis, mais comment ça se passe là? Ben, il me dit, je l'ai vu dans ma tête. Ok. Est-ce que tu peux dessiner, je vous encourage à le faire, est-ce que tu peux dessiner quelque chose qui ressemblerait à ce que tu as là? Il me dessine 1 centimètre. Imaginez que ce soit ça. Et ensuite, je lui dis, bon, maintenant, est-ce que tu peux penser 1 centimètre carré? Je vous laisse imaginer. Si vous deviez le dessiner, vous dessineriez ça? Oui, non? Ça? Et voici ce que Nicolas me dessine. Il disait, c'est un carré d'1 centimètre de côté. Ah, je dis, mais c'est intéressant. Comment cela s'est passé dans ta tête? Il me répond, vous m'avez dit 1 centimètre, j'ai vu 1 centimètre. Vous m'avez dit 1 centimètre carré. Il dit, il fait le geste. Je l'ai tordu pour en faire un carré. Eh bien, depuis que j'ai découvert Guillaume, j'ai régulièrement posé cette question à des élèves. Eh bien, ne vous attendez pas à, comment vous dire, rencontrer ça uniquement ou ça uniquement. Vous allez pouvoir rencontrer ça, parce que je peux dire maintenant que pour l'avoir fait dans toutes mes classes par après, ça existe dans la pensée de certains élèves. Vous pouvez toujours essayer de réexpliquer ce qu'est un périmètre, ce qu'est une aire. Il n'empêche que ça ne bougera pas. Allons plus loin. Parce que depuis que j'anime des formations en gestion mentale et mathématiques avec des adultes, voire avec des enseignants, collège, lycée, mais aussi enseignants du primaire, je parle encore comme autrefois un primaire, secondaire. Bon. Et si je vous demande de penser 3 centimètres carrés, je ne vais pas douter de la validité de vos évocations, mais voici ce que je trouve en grand public chez environ 70% des personnes. C'est un constat. Or, si les adultes en sont là, c'est bien que dans leurs apprentissages, il y a eu un bug quelque part au niveau de la compréhension des aires. Alors, bien évidemment, vous allez me dire, bon, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ça pourrait être ça, ou encore beaucoup d'autres choses. Mais interrogeons-nous un petit peu plus loin.
la langue sépare 3 cm². J'ai 3 mots. L'évocation doit censé rassembler tout ça. C'est ce qui s'est passé là, là. Oui, mais comment va-t-on rassembler? Eh bien, pour rassembler, la gestion mentale va vous décrire 3 catégories de liens logiques. Des liens logiques, ce sont ces associations que nous faisons entre 2 choses, 3 choses. Donc, il y a des liens d'analogie, ça vous le savez, similitude, différence. Des liens d'attribution qui se déclinent en fusion, union, inclusion, exclusion, intersection. Et la sériation spatio-temporelle. Eh bien, je peux dire que l'évocation de Guillaume est une évocation de sériation spatio-temporelle. Parce qu'il avait un état initial, le centimètre, il a fait une transformation pour obtenir un état final qui est le centimètre². Mais il y a plus que ça. On va voir qu'il y a aussi perturbation des liens d'attribution. Alors, je suis désolée d'aller vite, mais vous retrouverez tout ça dans la vidéo et dans les écrits que j'ai pu faire. Donc, la langue sépare, l'évocation rassemble. Prenez l'expression « une table carrée ». La langue sépare. J'ai un déterminant, j'ai un nom, j'ai un adjectif qualificatif. Qu'est-ce que ceci devient dans votre tête si vous évoquez l'objet en réalité? Ben, vous allez avoir une chose. Donc, l'évocation a bien rassemblé ce que la langue a séparé. Or, comment rassemble-t-on ces 3 mots? Eh bien, une, c'est le déterminant, donc on va le donner au mot table, et carré, l'adjectif qualificatif, qui va donner à cette table une forme. Eh bien, prenez 1 cm². Ben, c'est normal que 1 soit donné à centimètre et que carré soit donné à centimètre. Or, dans le concept mathématique, le 1 est à donner à carré. Or, le référent d'unité d'aire, ce n'est pas le centimètre, c'est le carré. Effectivement, à l'école, calculer une aire ou mesurer une aire, c'est faire un pavage. Pour faire un pavage, j'ai bien besoin d'un gabarit. Le gabarit est le carré. Donc ici, centimètre n'est plus un nom. Il joue le rôle de l'adjectif qualificatif. Et c'est le carré qui est centimètre, comme il peut être mètre, décimètre, millimètre. Je suis en train de découvrir qu'il y a là un obstacle épistémologique de taille. 1 cm², c'est du verlan. Ben, il faudrait le dire. Vous ne m'avez certainement pas attendu pour découvrir ça. Mais c'est le questionnement de la pensée de Guillaume qui va nous permettre ces analyses de plus en plus fines. Changement de regard sur l'objet mathématique. Il y a des incontournables d'accès à la compréhension d'un concept. Et l'accès peut être mis en difficulté par des problèmes épistémologiques. Je sais que les obstacles épistémologiques ne sont pas que linguistiques, hein, mais j'insiste sur cela. Donc ici, dans l'analyse des obstacles, c'est souvent en interaction que les choses vont se jouer. Mais je suis en train de découvrir qu'il y a effectivement un gros obstacle linguistique et que ceci va provoquer des obstacles dans la pensée des enfants. J'encourage donc les enseignants de l'école à parler du carré centimètre et du carré mètre. Je sais que je prends des détours langagiers, mais ce qui m'intéresse, c'est que ce que ça fabrique dans la pensée des enfants. Alors, voici la langue mathématique. Elle va rendre les choses très difficiles. Je ne vais pas tout développer, mais vous savez qu'elle est ancienne. Vous savez qu'elle est très discrète. Mais elle est cachotière. Cachotière et le verlan va être une habitude en mathématiques. En effet, pourquoi 12 s'appelle 12 ? Ben déjà, le dou, D-O-U, c'est une racine du 2, et le z, c'est la dizaine. Donc on est bien encore en verlan, puisqu'on parle le 2 avant de parler le 1, alors qu'on écrit le 1 avant de parler le 2. Donc c'est du verlan. 3/4, c'est du verlan. Si je prends 3/4 dans la réalité, on verra que 3/4 n'est pas que 3/4 d'un objet de réalité, loin de là, mais je commence par couper en 4 pour en avoir
pour en prendre ensuite 3. Donc le 4 précède le 3. On va le voir un petit peu plus loin tout à l'heure. Donc, de ce point de vue-là, elle est souvent trompeuse. Elle est cachotière parce que 1000, MI2LE, pourquoi 1000 ne prend-il pas des dans 2000 ? Vous le savez ? Oui ? Non ? Parce que c'est déjà un pluriel. Le singulier s'écrit 1000, MIL. L'an 1000. Il faudrait le dire aux enfants, un petit peu d'étymologie. Un petit peu d'étymologie pour les connecter au passé des mathématiques et pas simplement à leur futur. Et on va voir que l'obstacle majoritaire, c'est la polysémie. Alors j'insiste sur l'aspect polysémique du langage mathématique parce que le mathématicien, vous souhaitez réagir peut-être ? Vous pouvez, hein ? Le mathématicien va très souvent utiliser des mots du langage courant. Mais il se peut très bien comme point commun que ça ait un sens dans le concret et que ça change de sens en mathématiques. Donc les mots polysémiques franco-mathématiciens ont un sens en français, n'ont pas le même sens en mathématiques. Mais plus grave, c'est qu'un même mot, un même symbole, prendra plusieurs sens dans l'univers mathématique. Voici un exemple de polysémie. Dans aucune de cette écriture, le 2 n'a le même sens. Ici, dans 2 plus 2, je parle du premier apprentissage. 2 raconte un nombre d'objets comme le 3. Dans 3 que multiplie 2, le 2 ne raconte plus de l'espace, mais du temps. Puisqu'il s'agit de 3 répétés 2 fois. Alors vous pouvez me dire que ça peut être 2 répétés 3 fois, je vais vous répondre oui en maths, mais pas dans la vie. Parce que 2 avions de 120 places, ce n'est pas la même chose que 120 avions de 2 places. Et j'aimerais bien que l'infirmière ne confonde pas 5 prises de 2 comprimés avec 2 prises de 5 comprimés. Mais oui, mais je vous assure que je n'exagère pas les conséquences de tout ça dans la vie de tous les jours. 3 puissance 2 raconte le nombre de facteurs. Ici, aucun 2 ne raconte la même chose. Il n'y en a qu'un qui dit vrai. Il n'y a que celui-là qui dit vrai. Il n'y a que celui-là qui raconte des Smarties, si ce sont des Smarties. Les autres racontent autre chose. Et 3 demi, le 2 raconte un partage. Je parle de la première compréhension du concept. Hein. Je ne suis pas sur le concept de 3 demi dans l'univers mathématique. Je parle de la première rencontre avec ces concepts-là. Donc 2 est fortement polysémique et il en sera ainsi pour tous les concepts mathématiques. Prenons le signe moins. Bon, vous êtes tous au courant que le moins, eh bien, à l'école, c'est j'enlève. C'est donc une action, c'est du temps. Dans l'ensemble des nombres relatifs, ce n'est plus du temps, c'est de l'espace. Puisqu'ils parlent d'une position relative à 0, c'est bien pour ça qu'on les appelle des nombres relatifs. Ici, ça raconte une relation et un même symbole pour raconter plusieurs histoires. Or, vous savez très bien que les enfants restent sur cette action et vont vivre les calculs sur les nombres relatifs, alors qu'il y aura dans un même calcul, dans une même expression, des moins qui parleront de l'action et des moins qui parleront de la position. Eh bien, qu'est-ce que nous pouvons faire pour les éveiller à cela ? Eh bien, déjà que ce soit peut-être accompagné au niveau de l'activité mentale. Alors, des obstacles épistémologiques linguistiques, eh bien, je vous propose cet exercice-là. Et je vous laisse y réfléchir. Voici un exercice posé à l'entrée en seconde. Bon, vous en avez la solution immédiate. Vous allez tout de suite poser une équation, j'imagine. Non ? Pour le faire en formation d'adulte, y compris formation d'enseignant, beaucoup de personnes vont faire un dessin. OK. Puis vous avez remarqué que le carré dessiné, il est toujours bien stable, hein, bien horizontal, vertical. En plus. Et voici des productions d'élèves et d'adultes.
Ça va, vous adhérez? Oui? Pas mal, non? Mais c'est intéressant, hein? Ça fait aussi un carré. Mais ce n'est pas ça qu'on attendait. Et enfin, ça, c'est une personne qui m'a dit ben, j'ai mis 1 mètre sur les côtés. Or, qu'est-ce qu'il y a dans l'énoncé? D'abord, il y a le mot ajouter. Ajouter est un mot mathématicien qui ne signifie pas prolonger. Vous êtes d'accord? Prolonger, c'est une chose. Ajouter, c'est autre chose. Au côté, il y en a qui me disent, mais il y a une erreur d'orthographe. Non, non. O-A-U, côté et. Or, le côté du carré, au singulier, c'est un nombre. Donc, vous voyez que le mot côté, suivant qu'il est au singulier, suivant qu'il est au pluriel, peut prendre plusieurs sens en mathématiques. Eh bien, cet exercice-là est massivement échoué. Or, ce que l'on attend, évidemment, c'est que la personne écrive, par exemple, x, puis x plus a au carré, etc., qui développe en disant, si je fais x plus a au carré moins x au carré, je vais trouver la solution, puisque la solution, elle doit passer sur une différence d'air de 25 mètres carrés. Eh bien, si vous creusez les énoncés de mathématiques, vous allez vous rendre compte que jamais on n'aurait pu penser à tout ça. Je dois bien avouer que moi, jamais je n'aurais pensé à ça. Alors, est-ce valide ou pas? Là, on pourrait en discuter. Donc, cet aspect va me permettre de changer de regard sur la didactique des mathématiques et va me permettre, effectivement, d'être vigilante pour savoir ce que je fais, ce que je dis, ce que je montre peut provoquer dans la pensée de l'apprenant. Donc, ici, les obstacles didactiques vont être très importants. Et dès l'école. Donc je vous en montre quelques-uns. Je ne veux pas accuser les enseignants qui font ce qu'ils peuvent, mais je ne peux que porter un regard critique sur un certain nombre de pratiques. Et il se trouve que j'ai un laboratoire personnel, puisque j'ai 4 petits-enfants, entre 10 ans et 16 ans, et que je suis quelquefois un petit peu mal. Voici ce que je trouve. Donc, on va voir ça encore tout à l'heure. Voici ce que je trouve. Non, ce n'était pas ça. J'y reviendrai tout à l'heure. Excusez-moi. Reprenons cette grille-là et observons ce qui se passe sur les quadrilatères. Quadrilatères qu'on aborde dès l'école. Je reviendrai après, tout à l'heure, sur d'autres points de vue sur la didactique. Observons ce qui se passe à l'école et ce que ça fabrique dans la pensée des apprenants. Prenons les quadrilatères. Alors, à l'école, on apprend le rectangle. Vous avez vu comment ils sont dessinés? Ah oui, c'est important, hein? Le rectangle bien plat, là, bien stable, avec les longueurs, sensiblement 2 fois les largeurs, ce qu'on appelle un archétype de rectangle. Le carré, il est comme ça. Si on le tourne, on ne sait pas bien si c'est encore un carré. Parallélogramme, le losange. Or, il paraît que le carré est un rectangle. Eh bien, me voici enseignant à l'université à Angers, et je travaille avec des étudiants en Master 2 de sciences de l'éducation, et j'aborde les carrés et les rectangles. Je n'ai pas réussi à convaincre un de mes étudiants, Bac plus 5, que le carré était un rectangle. Il a fini par dire, bon, ok, le rectangle peut être carré, mais le carré n'est pas un rectangle. Or, si je reviens sur cette grille-là, j'observe qu'à l'école, les quadrilatères sont toujours positionnés sur ce qu'ils ont de différent. Ce sera pareil pour le nombre entier et le nombre décimal. Le nombre entier, il n'a pas de virgule. Le nombre décimal, il en a une. Comment voulez-vous que tout nombre entier soit vécu comme un nombre décimal? Etc., etc. Donc, si l'enseignant va insister trop sur les différences, il ne pourra pas permettre à ses élèves l'inclusion. Or, les carrés sont bien inclus dans l'ensemble des rectangles. Vous êtes d'accord? Les carrés sont bien des rectangles particuliers. Eh bien, je vous assure que ceci a la vie dure. Voici un exercice que je pose en formation d'adultes. Amusez-vous.
pense que vous n'aurez pas de mal. Je me suis inspirée d'un exercice que l'on pose en logicomaths. Faites-le faire à des adultes, vous n'allez pas être déçus. J'en suis à une moyenne de 15% de réussite. Et voyez, ça va nous sembler évident. Et comme... Non, c'est pas évident. Eh oui. Effectivement, la production qu'on attend, c'est celle-là. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien oui. Oui, mais attendez, c'est pas parce qu'on va faire ça en classe que l'élève va changer sa façon de comparer les quadrilatères. S'ils sont vécus dans leurs différences, comment voulez-vous? Je pense que si j'avais dit ça à mon étudiant en Master 2, il y a des losanges rectangles, je pense qu'il aurait quitté la salle. Or, il y a des losanges rectangles. Je n'ai pas dit de bêtises, rassurez-moi. Donc, voyez ce que la présentation des quadrilatères à l'école peut donner comme catastrophe. Or, il y a des enseignants de l'école qui n'ont pas forcément la compréhension de l'inclusion dans les rectangles. Comment voulez-vous qu'ils soient éveillés à ce qui peut se passer dans la tête des enfants? Et il y a encore des enseignants qui disent qu'un nombre entier, c'est un nombre qui n'a pas de virgule. Mais s'il a une virgule, mais feignant, il ne l'a pas mis. Donc ici, les liens d'analogie, similitude et différence, c'est le premier lien du petit enfant. Le petit enfant vit sa présence au monde dans des comparaisons. Il cherche ce qui n'est pas pareil, il cherche ce qui est pareil. Très souvent, il cherche d'abord ce qui n'est pas pareil. Mais c'est aussi le lien privilégié de l'expert. C'est-à-dire que c'est l'alpha et l'oméga de la compréhension. Or, le mathématicien va être le champion de l'analogie. Et il va tout faire pour essayer de construire des outils qui permettent une réflexion plus rapide en analogie. Oui, mais le passage à l'attribution, et là j'en fais une généralité, là où j'en suis de ma recherche, c'est qu'il n'y a pas d'inclusion possible sans atténuation des différences et majoration des similitudes. Et à chaque fois qu'il conviendra d'inclure dans l'univers mathématique, il faudra travailler sur les similitudes et les différences. Donc, dites aux enseignants du primaire, il n'est pas question de leur faire entrevoir aux enfants de l'école qu'un rectangle peut être carré. Mais déjà, en amont, faisons travailler, allez, on va chercher ce qui n'est pas pareil, mais on va aussi chercher ce qui est pareil. L'entraînement à la recherche des similitudes va peut-être permettre aux enfants l'accès ultérieur à l'inclusion. Exemple significatif qui va nous amener à réfléchir aux dominantes personnelles. Voici une petite fille de 5-6 ans. Ça se passait au Liban. Et l'enseignant me dit, j'ai une petite fille qui n'arrivait absolument pas à comprendre que 4 pommes rouges et 3 pommes vertes, ça faisait 7 pommes. À votre avis, pourquoi? Parce qu'elle est manifestement sur les différences. Et là, l'enseignante a eu une idée de génie. Elle lui a dit, ah, et si tu pelais les pommes? Et l'enfant a dit, ah ben oui, ça fait 7 pommes. Je trouve ça absolument magnifique, mais je ne pense pas que l'enseignant ait été consciente de ce qu'elle avait pu fabriquer. Or, effectivement, en pelant les pommes, je supprime les différences. Donc, l'inclusion devient possible. Le 4 et le 3 peuvent se réunir et s'inclure dans la quantité 7. Eh bien, figurez-vous que dans nos profils cognitifs, nous ne sommes pas égaux sur l'analogie. Il y a des personnes qui sont plus sensibles quand elles comparent à ce qui est pareil, et des personnes qui sont plus sensibles à ce qui n'est pas pareil. Vous vous interrogerez et vous demanderez aux enseignants de s'interroger. Est-ce que vous êtes du genre à dire aux élèves, attention, on va voir quelque chose là, mais ça n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu la semaine dernière? Ou bien est-ce que vous êtes plutôt du genre à leur dire, vous savez, on va voir quelque chose là, mais ça ressemble beaucoup à ce qu'on a fait. Vous êtes un enseignant qui met en évidence, de façon majoritaire, parce que nous faisons tous les deux, mais plutôt les similitudes ou plutôt les différences? Eh bien, ça fait partie des profils cognitifs.
il y a des Nadal et des Federer de l'analogie qui ne fonctionnent pas du tout pareil. Et ce serait intéressant que l'enseignant se préoccupe de ce qui est dominant pour lui. En effet, la Garandrie va parler des opposants et des composants. Il ne parle pas en termes de relations. Carl Rogers a parlé de l'opposition et de la composition relationnelle. Là, nous sommes sur l'opposition et la composition cognitive. Eh bien, ce serait très intéressant de travailler sur ce couple-là dans des équipes de recherche. Parce que très souvent, des échanges dans les groupes de recherche vont être influencés par cet aspect-là. Je ne parle pas de l'aspect relationnel. Donc ici, nous avons une grille. Je ne vais pas aborder tout ça, j'en aborderai quelques-uns, j'aborderai appliquant, expliquant, avec les autres auprès des choses et découvreurs, inventeurs, parce qu'ils sont pour moi essentiels dans la compréhension des fonctionnements mentaux. Donc ici, la didactique, bien évidemment, va provoquer dans la pensée des élèves des choses qu'il nous faut tout de même analyser. Et pour cela, il est important d'avoir la connaissance de ces processus et de tous les aspects de ces processus. Alors, quelques exemples, si vous voulez bien. Présentation de la fraction. J'ose dire qu'elle est très mal présentée à l'école. D'abord, elle est présentée sur du continu. 3/4 d'une pizza, 3/4 d'un cake. C'est bien du continu. Et elle est présentée dans tous les livres, comme ça. Ah bon, mais où est placé le 3, où est placé le 4? Quel lien parle cette représentation de 3/4? Il est où le 3? Il est inclus dans le 4. Vous avez compris que cette représentation majoritaire compromet la compréhension de 5/4. Vous êtes d'accord? Parce que je me demande comment le 5 peut être contenu dans le 4. Bon. Donc, voici une présentation. Ah, voilà. Elle peut être provisoire, mais il ne faudrait pas y insister trop longtemps. Parce que sur le continu, ok, je peux partager une pizza en 4, sauf qu'une pizza, il n'y aura jamais 4 parts égales. Vous êtes d'accord? 3/4, ça n'existe pas dans la vie. Enfin, ce ne sont pas des parts égales, c'est à peu près. Eh bien, en réalité, ce que raconte 3/4, c'est 2 transformations. Il n'y a pas plus temporel que la fraction, dans son premier sens, j'entends, parce qu'elle va évoluer au fil des années. Eh bien, il y a à passer de l'espace au temps. Mais je m'arrête un instant, parce que pour moi, de tous les concepts de la gestion mentale, le concept d'espace-temps, c'est celui qui m'a ouvert le plus de propositions pédagogiques. Parce qu'en plus, c'est une problématique sociétale. Nous avons des jeunes, nous disent les psychiatres et psychanalystes, qui ne vivent plus la relation temporelle. Ils ont une pensée qui se spatialise. Eh oui. Parce qu'il y a de moins en moins de vécu de temporalité dans notre société, dans l'éducation. Enfin, il y a plein de raisons qui expliquent ça. Donc, comprendre la temporalité d'une fraction, dans l'ordre, vous êtes d'accord, je divise par 4, ensuite je multiplie par 3. Alors, bien sûr, le mathématicien va dire, mais je préfère commencer par multiplier par 3, diviser par 4. Oui, mais n'oubliez pas qu'à ce moment-là, on est sur un concept de fraction de nombre, mais non plus de fraction de nombre de quelque chose. Là aussi, à l'école, on n'insiste pas suffisamment sur la différence entre le nombre de quelque chose et le nombre. La multiplication est commutative sur des nombres, mais pas sur des nombres de, je l'ai déjà dit tout à l'heure. Donc ici, ce concept-là est très, très mal compris. Le concept de fraction va entraîner des catastrophes. La multiplication et l'étape de multiplication. Alors c'est là que j'ai failli avoir une crise d'urticaire en voyant les classeurs de mes petits-enfants. Voici ce que j'ai trouvé dans l'un des classeurs. Puis c'est gentil, vous voyez, il y a une petite souris qui dit à ma petite fille, ici, il faut ajouter 4 à chaque fois. C'est magnifique. Or, sachez-le, mais vous le savez, la multiplication est trop souvent présentée comme une succession d'additions. Or, la multiplication, ce n'est pas une succession d'additions. Le calcul, peut-être, mais la multiplication, non. Le sens de la multiplication, ce n'est pas ça. Or, eh bien, qu'est-ce qu'elle va faire?
Eh bien, elle va dire, oh, bah, c'est facile, 4, 8, 12, 16, 20. Et là, vous lui demandez, ah bon 7 fois 4, elle fait. Or, quel est l'intérêt de l'apprentissage d'une table de multiplication? Ce n'est pas de passer de là à là, mais bien de partir du résultat, puisque le but, c'est d'apprendre à jouer avec un nombre, vous êtes d'accord? 24. Ah ben 24, c'est 4 fois 6, c'est 3 fois 8, c'est 2 fois 12. Ah oui, mais c'est la moitié de 48, c'est ça qu'on cherche. Le nombre est un ensemble de relations. Il y a encore confusion entre calcul et opération. Mais je pensais que c'était que l'enseignante de ma petite fille. Eh bien, voici ce que j'ai découvert hier, à la 4e de couverture d'un livre de chez Retz, mon premier éditeur. J'apprends les tables de multiplication. Regardez, ça n'a pas changé depuis 70 ans. C'est comme ça. Mais ce que vous ne voyez pas écrit ici, je vous le lis. Entraîne-toi à compléter ces tables avec un feutre effaçable. Donc, vous voyez, on a amélioré le matériel. Dans la table de 4, les nombres vont de 4 en 4. 8, 12, 16. On continue. Donc, la façon dont on fait apprendre la table de multiplication est une catastrophe pour l'univers mathématique. Par contre, c'est bien de tirer sur les présentations, mais qu'est-ce qu'on a à proposer? Eh bien, moi, je propose ça, j'ai créé plein d'outils. Et ici, vous avez la table de 5 qui va mettre en évidence les nombres pairs et les nombres impairs, ainsi que le critère de divisibilité, quand même, et qui va permettre de passer en centrifuge ou en centripète, 30, 5 fois 6. On peut même amener l'idée que si on multiplie par 5, on peut multiplier par 10, diviser par 2. Après, l'enseignant est libre d'introduire des stratégies qui sont intéressantes au niveau de la suite des études. Or, les tables de multiplication font souffrir les enfants, les parents, parce que ça commence dans le bain le matin, à la voiture, et ça échoue. Ça échoue puisque lorsque je questionnais mes élèves à l'entrée en 6e et que je leur demandais 6 fois 7, je les voyais. Pour essayer de la réciter, essayer de me retrouver 6 fois 7, 42. Donc on n'a pas le droit de laisser des élèves partir dans des situations aussi pénibles pour des résultats aussi mauvais. Je sens la colère qui monte. 6 fois 8, 48, on est très content. Mais je vous questionne. Quel est le sens de ce signe égal? Je vous l'ai dit tout à l'heure. La langue sépare. La langue sépare 6 fois 8 de 48. Mais qu'est-ce que ce égal est censé fabriquer? Vous analysez les liens logiques, même si c'est un petit peu tôt. Quel est ici le sens du signe égal? Pardon? Ah, alors il y a un problème. C'est-à-dire que si je pense trop le signe égal comme une sériation spatio-temporelle, ben le retour est compromis. Or, ce signe égal, ça ne raconte pas d'abord, ensuite, c'est une fusion. 48 est exactement 6 fois 8. C'est aussi 24 fois 2. Ce qu'il y a à vivre sur ce signe égal, c'est une fusion. Mais ce ne sera pas toujours le cas du signe égal en maths. Le signe égal parle une fusion, là. Vous pouvez le penser en sériation spatio-temporelle, mais vous avez le retour, ce qui signifie bien que vous avez l'identité. Vous pouvez le vivre en analogie, si vous voulez, mais ce que ça raconte, c'est une fusion. Oui ou non, y a-t-il problème pour passage de développer à factoriser? Eh bien, c'est pour la même raison. Ce signe égal, à quel sens? D'abord, ensuite, après? Ben, si c'est le cas dans la tête des élèves, ne vous étonnez pas que le retour ne soit pas possible. Or, en quoi la didactique favorise-t-elle cette sériation spatio-temporelle? Ça n'engage que moi, mais on passe trop de temps sur développer. Et on s'assure que c'est bien compris, puis je dis maintenant on va passer à la factorisation. Je dis qu'il faudrait les travailler en simultané. Pour faire vivre ce signe égal, c'est vrai dans un sens, c'est vrai dans l'autre. Ce signe égal parle là aussi une fusion.
Eh oui. Or, le processus mental ne sera pas le même. Là, j'applique une formule, mais dans l'autre sens, il me faudra prendre des indices différents pour reconnaître effectivement le produit remarquable, produit redoutable, je disais à mes élèves. Donc ici encore, quels sont tous les sens du signe égal? Eh bien, nous venons de voir que ça peut être une fusion, que ça peut être une sériation spatio-temporelle. Eh bien, selon moi, mais je n'ai pas fini ma recherche, j'ai trouvé 4 sens différents au signe égal. Mais peut-être qu'il y en a d'autres, hein, je ne prétends pas avoir tout trouvé. Il y a le signe égal que je viens de signifier, 3/4 égale 12, mais 12 égale 3/4, c'est une fusion. Il y a 1 décimètre égale 100 mm. C'est une équivalence, donc de l'analogie, mais vous pouvez le vivre en inclusion aussi, parce que 1 décimètre contient 100 mm dans les mesures. Mais heureusement, nous allons retrouver la sériation spatio-temporelle, et le signe égal dans la fonction parle d'une sériation spatio-temporelle. D'ailleurs, X n'est-il pas appelé l'antécédent de son image? Antécédent, ça parle bien du temps. Eh bien, si on signifiait effectivement les différentes étapes de l'itinéraire de découverte de l'image de X, peut-être que si à l'école on présentait les opérations dans la complémentarité, nos élèves de seconde auraient moins de mal à trouver l'antécédent d'un nombre dans une fonction. Et enfin, il y a l'équation. Ben, l'équation pose une question. C'est une interrogation, c'est quoi mettre dans le costume X? Je parle du costume X parce qu'il y aurait un dialogue très intéressant à mener avec les élèves sur c'est quoi pour vous X. Ah, ils répondent tous, c'est l'inconnu. C'est vraiment l'inconnu, hein, pour eux. Ce n'est pas l'inconnu. Là, ce n'est pas l'inconnu. Non, c'est un costume à l'intérieur duquel va se mettre un nombre, une fraction, une expression complexe. Quand je dis costume, c'est qu'en réalité, j'aborde le lien logique qui est l'inclusion. X est un contenant. Et les contenus peuvent être très variés. Bien, il y a tout un travail à faire sur l'accompagnement évocatif des élèves et le passage du contenant au contenu. Donc voilà la polysémie du signe égal, mais ça reste à faire. Moi, je n'ai fait qu'entrevoir une porte, enfin une piste. Maintenant, à vous de continuer. Je suis loin d'avoir travaillé sur tous les concepts, en particulier les concepts qui sont abordés dans les classes du lycée. Mais regardez ce qui se passe sur l'aire du rectangle. Ça va, j'ai encore quelques minutes? Oui. L'aire du rectangle, vous êtes d'accord avec cette formule? Ah bon, et pourquoi? Pourquoi? Ben, vous leur demandez pourquoi. Comment se fait-il que les élèves ne soient pas capables de vous dire pourquoi on multiplie la longueur par la largeur? Oh ben si, c'est normal, ils vous disent la longueur c'est des mètres, la largeur c'est des mètres, on multiplie les mètres par des mètres, ça fait des mètres carrés. Ah bon, depuis quand le mètre carré est-il le résultat de 1 mètre multiplié par 1 mètre? Je croyais que dans la multiplication, les deux nombres n'avaient pas le même sens et qu'il n'y en avait qu'un qui racontait les objets et que celui-là racontait la répétition. Problème. Eh bien, nous sommes responsables puisque c'est un raccourci de langage quand même. Cette formule-là est vraie si grand L et petit l sont des nombres, mais pas si ce sont des nombres de. Vous sentez? Donc c'est une formule qui est un raccourci. Effectivement, ce qu'il y a à comprendre, c'est que si la longueur est 8 et la largeur est 3, je dois placer 8 carrés, puisque le référent d'unité d'aire, c'est bien le carré. Je dois placer 8 carrés sur la longueur et autant de rangées que ne m'indique la largeur. Et voyez, s'il n'y a pas de lien fait par l'enseignant entre l'aire du rectangle ou du carré et la multiplication, là, il va y avoir une rupture de sens. Et on va voir que les enseignants, dont je fais partie, sont beaucoup plus soucieux du devenir d'un concept que de l'ancrer au niveau du sens par rapport à du déjà là. Bien sûr, vous savez qu'il y a besoin de prérequis, mais ce n'est pas de ça que je vous parle. C'est comment faire vivre ce continuum logique dans l'univers des mathématiques. Là, il y a un vaste programme.
Une autre chose que je voudrais dire, c'est que nos pratiques d'enseignement sont beaucoup trop appliquantes. Mais pas vous, je parle des pas nous. Je parle des pas nous. Demandez à des élèves de lycée, mais quand on écrit ça, pourquoi on dit 2 au carré? Qu'est-ce que le mot carré vient faire là-dedans? Eh bien, ils sont incapables de vous répondre. Il y a un problème quand même. Or, c'est bien souvenir de l'ère du carré que je sache. Donc, les élèves ont tendance à vivre leurs apprentissages dans la successivité et il nous faut vraiment prendre un petit peu de hauteur par rapport à tout ce qui est difficulté. Et c'est vrai que nous allons très souvent du simple au complexe, mais ma recherche actuelle, elle consiste à dire, oui, mais quelle est la présence du simple à l'intérieur du complexe? Parce que ce n'est pas parce que le concept va se complexifier que l'élémentaire, le simple, ne reste pas présent. Donc là, il y a un vrai chantier. Je l'ai fait sur l'évolution du nombre, je l'ai fait avec des groupes d'enseignants, et là, je suis arrivée à ça, et finalement, dans la compréhension des cosinus, il y a de l'élémentaire. L'élémentaire, c'est la table de multiplication. Eh bien, si l'enseignant... Il est hors de question de donner ça à des élèves, on est bien d'accord. Ça, c'est un document pour les enseignants, mais une démarche qui se veut spiralée, c'est à la mode. Oui, ben oui, on en parle. Mais ça consiste à rester présent à de l'élémentaire, même quand on aborde du concept. Alors, mon prochain chantier, c'est de faire la même chose sur les dérivés, grâce à mon petit-fils. Première S, j'ai rien compris aux dérivés. Et qu'est-ce que je trouve dans son livre? Son cours commence par une magnifique définition sur la dérivée de... Il dit, mais je ne comprends rien. Je dis, mais tu ne comprends rien, ça veut dire que là, tu ne réussis pas en ce moment? Il dit, si, j'arrive à faire des exercices, mais je ne comprends rien. Donc, vous voyez, il va appliquer une formule, mais il n'y a pas ce vécu de sens. Or, une rupture de sens crée vraiment un décrochage qui peut être définitif pour des élèves. Alors, je ne prétends pas que tous les élèves feront des études supérieures en mathématiques, mais au moins que le temps qu'ils passent à l'école, au collège et au lycée, ils le vivent en équilibre. Donc, je vais conclure, parce qu'il est midi, n'est-ce pas? Donc, je vais lire ma conclusion. Ça m'évitera de partir encore dans d'autres propos. Pour motiver les élèves à l'apprentissage des mathématiques, il est certes intéressant de leur en faire entrevoir des finalités concrètes, ce que nous faisons tous. Mais cela ne suffit pas. Il est aussi important de leur faire découvrir leurs moyens intellectuels d'accès à ces finalités et de les entraîner à une utilisation optimale de leur stratégie mentale. Ceci nous impose à chaque étape une démarche rigoureuse consistant à questionner à la fois l'activité mentale des élèves et les incontournables de l'accès aux objets mathématiques. Ce n'est que lorsque ces deux analyses seront abouties, éclairées par les récentes découvertes de la neuroéducation, dans laquelle il y a des choses très intéressantes, que nous pouvons concevoir des outils pédagogiques et didactiques en cohérence avec ces deux états des lieux et les demandes des programmes officiels. Je vous remercie de votre attention. Et puis cet après-midi, eh bien, ceux qui le souhaitent pourront continuer à réfléchir avec nous. Merci. Merci.